La fourchette a glissé des doigts de ma belle-mère et a heurté son assiette en porcelaine avec un claquement métallique sec. Personne autour de la table de Noël n'a bougé. Mon mari, Antoine, m'a dévisagé comme si je venais de commettre un acte impardonnable. Sa jeune sœur, Camille, a regardé tour à tour ma belle-mère et moi, attendant que l'une de nous s'explique. Autour d'eux, les 14 membres de la famille Martin étaient assis, les verres pleins, les assiettes vides, avec cette expression pleine d'attente propre aux personnes qui ne se sont jamais demandé comment le dîner arrivait jusqu'à la table. Eliane a été la première à se reprendre. « Je n'ai aucune idée de ce dont elle parle », a-t-elle dit. Je portais encore le tablier que j'avais enfilé 8 heures plus tôt. Il y avait de la farine près de l'ourlet et une petite tache de coulis d'airelle à côté de la poche. J'avais mal aux pieds. Une brûlure sur mon poignet droit palpitait là où j'avais effleuré la grille du four. Mais pour la première fois de la journée, je ne me sentais pas fatigué. J'avais l'esprit clair. Alors laisse-moi t'aider à t'en souvenir, ai-je répondu. Antoine a repoussé sa chaise. Sophie, c'est Noël. Peu importe ce que c'est, ça peut attendre. C'est à cet instant précis que j'ai su qu'il comptait sur ces mots exacts. C'était Noël. Sa mère était veuve. Sa sœur préparait son mariage. Tout le monde avait voyagé pour être réuni. Il était évident que je n'allais pas faire de scène. Pendant 18 ans, Antoine s'était reposé sur ma peur de gâcher les grandes occasions. Ce Noël-là, il s'était reposé dessus une fois de trop. La journée avait commencé à 6 heures ce matin-là, alors que la maison était encore plongée dans l'obscurité. Je m'étais glissé hors du lit sans le réveiller. J'avais attaché mes cheveux et j'étais descendu. La côte de bœuf avait été assaisonnée la veille. Le jambon rôti patientait dans le réfrigérateur à côté de 2 plateaux de gratin dauphinois. Il me restait à préparer les haricots verts aux échalotes, cuire les petits pains, terminer les amuse-bouches et préparer un glaçage à l'orange et aux érelles. Antoine est apparu dans la cuisine peu après 8 heures, en survêtement, son téléphone à la main. « Tu pourrais installer la table pliante ?» lui ai-je demandé. « Et monter les chaises supplémentaires de la cave dans 1 minute. Je dois aller chercher des glaçons. » La course pour les glaçons lui a pris près d'1 heure. À son retour, il a laissé les sacs dans le garage et a disparu à l'étage pour prendre sa douche. À midi, la maison a commencé à se remplir de voix. Les manteaux s'empilaient sur le lit de la chambre d'amis. Eliane est entrée dans la cuisine, a inspecté les plans de travail et m'a demandé si j'avais mis assez de beurre dans le gratin. Je trouve toujours que les gens essaient de rendre la nourriture de fête trop diététique de nos jours, a-t-elle déclaré. Puis elle est retournée dans le salon sans proposer son aide. Camille est arrivée avec son fiancé, Julien, et m'a fait une petite accolade rapide. Il y avait quelque chose d'hésitant dans son expression, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Eliane l'a appelée pour regarder des échantillons de tissu pour le mariage. Je savais très bien de quoi elle discutait. 12 jours plus tôt, Camille m'avait remercié de m'occuper du dîner de son mariage. Jusque-là, je n'en savais absolument rien. J'avais confronté Antoine le soir même. Il avait admis qu'Eliane avait promis les services de mon entreprise de traiteur, mais il m'avait demandé de ne contrarier personne avant Noël. Nous trouverons un arrangement, avait-il dit. Je n'avais pas accepté de faire le traiteur pour le mariage. Tu ne laisserais pas le mariage de Camille tomber à l'eau. Sa réponse m'avait marqué car elle révélait tout son calcul. Il n'avait pas besoin de ma permission s'il pouvait faire en sorte qu'un refus paraisse cruel. J'avais passé les jours suivants à rassembler des preuves. Eliane avait envoyé des emails à la coordinatrice du mariage de Camille en utilisant le nom de mon entreprise, le traiteur des Martins. Elle avait promis des amuse-bouches, un dîner servi à l'assiette, des desserts, le personnel, la location de matériel et le nettoyage pour 140 invités. Ensuite, elle avait présenté l'ensemble de cette prestation comme étant son cadeau de mariage à Camille. Mes ingrédients, mes employés, mon assurance, mes réservations perdues, le cadeau d'Eliane. J'avais imprimé l'email et l'avais plié dans la poche de mon tablier avant même l'arrivée du premier invité. Pourtant, une part stupide en moi espérait qu'Antoine dirait la vérité avant le dîner. Il ne l'a jamais fait. À 17h30, j'ai apporté la côte de bœuf dans la salle à manger. Tout le monde l'a admiré. Antoine a accepté leur compliment avec un sourire fier. Sophie assure toujours, a-t-il lancé. Personne ne semblait remarquer que je ne m'étais pas assise de la journée. Je suis retourné dans la cuisine pour chercher les légumes, la sauce et les petits pains chauds.
Le temps que j'apporte le dernier plat, tout le monde avait déjà choisi une place. Il restait une seule chaise pour moi, vers le bout de la table. Je venais de poser la main sur le dossier quand Eliane a jeté un coup d'œil au plat de service. « Si tu t'assois pour manger, qui va nous servir ?» a-t-elle demandé. Elle ne souriait pas. Rien n'indiquait qu'elle plaisantait. Avant que je puisse répondre, Antoine a tranché. « Tu mangeras plus tard. Sers ma mère et mes sœurs d'abord. » Les mots étaient si brutaux que même Chloé a eu l'air mal à l'aise. J'ai scruté le visage de mon mari. Il n'avait pas l'air gêné. Il avait l'air impatient, comme si j'étais une employée qui retardait le service. Quelque chose en moi est devenu soudainement très calme. J'ai détaché mon tablier et l'ai plié en deux. Puis j'ai marché jusqu'au bout de la table où Eliane était assise, sous la guirlande de Noël que j'avais accrochée 2 jours plus tôt. Avant que je ne serve qui que ce soit, ai-je dit, « Eliane, pourquoi ne dis-tu pas à Camille qui s'est portée volontaire pour faire le traiteur gratuitement à son mariage ?» C'est à ce moment-là qu'elle a fait tomber sa fourchette. Camille s'est tournée vers elle. Les joues d'Eliane ont rougi. « C'est un malentendu. »« Non, non, » ai-je répondu, « un malentendu, c'est se tromper de date. Tu as envoyé un menu complet à la coordinatrice en utilisant le nom de mon entreprise. » J'ai sorti l'email plié de mon tablier et l'ai posé à côté de son assiette. Antoine s'est levé. « Sophie, pas maintenant. » Je l'ai regardé. « Tu savais. » Son silence a répondu pour lui. Camille a ouvert l'email. Au fur et à mesure qu'elle lisait, la confusion laissait place à l'incompréhension. « Tu m'avais dit que tu payais pour ça ?» a-t-elle dit à Eliane. « J'organisais la chose » a répliqué Eliane. « Sophie fait partie de la famille. J'ai supposé qu'elle voudrait t'aider. » « Aider, c'est apporter un gratin » ai-je dit. « Ça, cela nécessiterait des milliers d'euros, des employés rémunérés, des licences de préparation, des assurances et des semaines de travail. Rien de tout cela ne t'appartenait pour que tu puisses l'offrir. » Le silence est retombé dans la pièce. J'ai posé mon tablier sur la chaise vide. « Le repas est prêt » ai-je annoncé. « Vous êtes tous capables de vous servir vous-même. » Puis j'ai pris mon manteau et je suis parti. Antoine m'a appelé 4 fois avant que j'atteigne la maison de Valérie. J'ai laissé chaque appel basculer sur la messagerie. Finalement, un SMS est apparu. « Maman est contrariée. Dis-moi au moins comment garder la nourriture au chaud. » Il ne m'avait toujours pas demandé si j'allais bien. Arrêté au feu rouge, j'ai compris que je ne partais pas à cause d'une seule phrase cruelle. Je partais parce que cette phrase avait enfin dit la vérité sur ma place dans leur famille. Et le mariage n'était pas la première chose pour laquelle il m'avait porté volontaire. C'était simplement la première que je pouvais prouver. Valérie a ouvert sa porte d'entrée avant même que j'atteigne le porche. Elle portait un pyjama en flanelle et tenait un mug de thé. Derrière elle, un vieux film de Noël en noir et blanc passait doucement dans le salon. Elle a jeté un seul regard à mon visage et s'est écartée pour me laisser passer sans poser la moindre question. C'était l'une des raisons pour lesquelles nous étions amis depuis 23 ans. Elle savait quand le silence était plus doux que les conseils. Je me suis assise à la table de sa cuisine pendant qu'elle réchauffait un reste de soupe. Mon téléphone continuait de s'illuminer à côté de moi. Antoine a appelé encore 2 fois. Eliane a laissé un message vocal. Puis la discussion de groupe familial a commencé à se remplir de messages. Chloé a écrit la première. « Sophie, je comprends que tu aies été bouleversée, mais le dîner de Noël n'était pas le moment pour ça. » Un cousin a ajouté qu'Eliane avait récemment perdu son mari et qu'elle devait être traitée avec douceur. Une tante a rappelé à tout le monde que les membres de la famille disaient parfois des choses qu'ils ne pensaient pas pendant le stress des fêtes. Le message d'Eliane est apparu plusieurs minutes plus tard. J'ai le cœur brisé qu'un simple malentendu ait été utilisé pour m'humilier, moi et la maison de mon fils. Valérie l'a lu par-dessus mon épaule. Un malentendu avec un menu imprimé, a-t-elle demandé, dubitative. Elle a posé la soupe devant moi. Mange avant de répondre à qui que ce soit. J'ai réalisé que j'avais préparé assez de nourriture pour 14 personnes et que je n'avais rien mangé depuis que j'avais goûté une cuillerée de pommes de terre avant midi. Pendant que je mangeais, j'ai repensé à la façon dont ma place dans la famille Martin s'était progressivement définie. Quand Antoine et moi nous sommes mariés, Eliane n'a pas commencé par me traiter comme du personnel de maison. Elle a commencé par des compliments.
Personne ne faisait une tarte aux pommes comme la mienne. J'avais un tel don pour la décoration. J'étais tellement organisé. Je restais plus calme que n'importe qui d'autre quand les plans changeaient. Au début, ces mots ressemblaient à de l'acceptation. Ma propre mère est décédée d'un cancer des ovaires quand j'avais 29 ans. Eliane ne l'a jamais remplacée, mais je voulais croire que j'avais gagné une autre femme qui pourrait se soucier de moi. Alors, quand elle m'a demandé d'apporter un dessert pour une fête d'anniversaire, j'en ai apporté 2. Quand elle m'a demandé de l'aider pour les décorations de Noël, je suis arrivé en avance et je suis resté tard. Les demandes ont augmenté presque trop lentement pour qu'on s'en aperçoive. J'ai cuisiné pour la remise de diplôme de Chloé. J'ai rempli le congélateur d'Eliane après son opération du genou. J'ai accueilli la famille après les enterrements parce qu'Eliane disait que sa maison était trop petite. Quand le cousin d'Antoine a eu besoin d'être conduit depuis l'aéroport, Antoine lui a dit que j'étais disponible avant même de vérifier mon emploi du temps. Chaque fois que je protestais, Antoine avait la même réponse. C'est juste pour cette fois. D'une manière ou d'une autre, cette fois a duré 18 ans. 8 ans plus tôt, j'avais cessé de considérer mes compétences comme un passe-temps familial et j'avais ouvert le traiteur des Martins. J'avais loué un espace dans une cuisine professionnelle à Boulogne-Billancourt, immatriculé l'entreprise, obtenu les licences nécessaires et souscrit une assurance responsabilité civile. Pendant les mois de forte activité, j'employais 6 travailleurs à temps partiel. Ce n'était pas un travail glamour. Je passais de longues soirées à chiffrer les ingrédients, à vérifier les factures, à gérer la paie et à nettoyer l'équipement après le départ de tout le monde. Mais c'était à moi. L'entreprise comptait aussi financièrement. Quand Antoine a été licencié pendant 4 mois, mes revenus ont payé le crédit immobilier. 2 ans plus tard, ils nous ont aidés à solder un prêt relais. Pourtant, Antoine continuait d'appeler ça « le truc de cuisine de Sophie ». Il n'avait jamais appelé son propre travail « le truc de paperasse d'Antoine ». Valérie gérait une partie de ma comptabilité pendant la saison des mariages, elle comprenait donc ce que la promesse d'Eliane allait réellement coûter. Elle a promis un dîner pour 140 personnes, a-t-elle demandé. Des amuse-bouches, un dîner à l'assiette, des desserts, le personnel, la location, l'installation et le nettoyage. Ce n'est pas un petit service. Non, c'est un événement entier, et tes employés sont censés travailler gratuitement. D'après Eliane, ils sont comme la famille. Valérie a secoué la tête. C'est fou comme les gens utilisent le mot famille quand ils veulent arrêter de payer quelqu'un. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Camille. Est-ce qu'on peut s'il te plaît se parler demain? Je pensais sincèrement que tu étais d'accord. Maman a dit que c'était son cadeau pour nous. Il n'y avait aucune accusation dans son message, seulement de la gêne et de la confusion. J'ai répondu que je lui enverrais tout le lendemain matin et qu'on se verrait quand elle serait prête. Puis le nom d'Antoine est apparu sur l'écran. J'ai décroché parce que l'éviter indéfiniment ne résoudrait rien. Où es-tu? A-t-il demandé. Chez Valérie. Maman pleure. Il a dit ça comme si ces 2 mots réglaient tout le conflit. Je suis sûr que la soirée a été difficile pour elle. C'est toi qui l'as rendue difficile. Tu aurais pu m'en parler en privé. Je l'ai fait, il y a 12 jours. C'était différent. Nous n'avions pas encore réglé les détails. Il n'y avait aucun détail à régler. Antoine, j'ai dit non. Tu n'as jamais dit que tu refusais catégoriquement d'aider. J'ai fermé les yeux. Même après avoir été démasqué, il cherchait une faille technique par laquelle mon refus pourrait être ramené à la table des négociations. Depuis combien de temps savais-tu ce qu'elle avait promis? Il a hésité. Quelques semaines. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit que je t'en parlerais. Lui as-tu dit que j'avais déjà dit non? Un autre silence. Sophie, Camille est ma sœur. Son mariage est important. Les salaires de mes employés sont importants. Mes contrats sont importants. Mon consentement devrait être important pour mon mari. Tu fais sonner ça comme un simple litige commercial. C'est devenu un litige commercial quand ta mère a utilisé le nom de mon entreprise. Il a baissé la voix. As-tu la moindre idée d'à quel point elle était humiliée ce soir? La question m'a fait plus de mal que de le voir me crier dessus à table. Et toi, as-tu la moindre idée d'à quel point j'étais humilié quand tu m'as ordonné de servir ta famille après que j'ai cuisiné pendant 8 heures? J'étais stressé.
Tout le monde attendait. Et tu m'as montré exactement de qui tu étais prêt à sacrifier la dignité. Il a essayé de m'interrompre, mais j'ai continué. À partir de maintenant, toute invitation, service, repas, trajet, visite ou obligation familiale que tu acceptes est à ta charge. Tu ne portes plus jamais volontaire mon temps, ma maison, mes employés ou mon entreprise. Jamais. Il a eu un petit rire incrédule. Nous sommes mariés, Sophie. Tu ne peux pas tout transformer en contrat. Non, ai-je répondu. Je découvre que c'est toi qui l'as déjà fait. Tu ne m'avais juste jamais montré les termes. Il a raccroché. Je suis resté chez Valérie cette nuit-là. Au matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à classer chaque email lié au mariage de Camille. À 9h17, la coordinatrice du mariage, Mathilde Dupont, m'a transféré 3 autres messages d'Eliane. En pièce jointe du dernier message se trouvait un menu peaufiné portant le logo du traiteur des Martins. Je ne l'avais jamais créé. En dessous du nom de mon entreprise, Eliane avait écrit « Dîner gracieusement offert par la mère de la mariée ». J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que leur signification s'imprègne totalement en moi. Eliane ne s'était pas contentée de proposer mon travail. Elle m'avait effacé de mon propre cadeau. À 10h ce matin-là, j'étais dans le bureau du traiteur des Martins, avec le faux menu d'Eliane étalé sur mon bureau. Le logo était le mien. Les couleurs étaient les miennes. Même la petite branche de romarin sous le nom de l'entreprise avait été copiée depuis mon site web. Tout ce qui se trouvait en dessous était une invention d'Eliane. Elle avait promis des pruneaux au lard, des mini feuilletés au crabe, un dîner de poulet servi à l'assiette, une alternative végétarienne, 3 accompagnements, une table de dessert et une pièce montée à 3 étages. Elle avait également assuré à Mathilde que mes employés s'occuperaient de l'installation, du service à table et du nettoyage sans frais. En bas, elle avait écrit « Sophie considère son équipe comme sa famille. Ils sont ravis de donner de leur temps pour le jour si spécial de Camille. » J'ai pensé à Fatima, qui travaillait lors d'événements le week-end pour aider sa fille à payer ses études d'infirmière. J'ai pensé à Thomas, un père veuf qui organisait la garde de ses enfants autour de chaque service. Eliane avait offert leur salaire aussi négligemment qu'elle avait offert mon après-midi de Noël. Mathilde était assise en face de moi, l'air pâle. « Je suis désolée, a-t-elle dit. Eliane parlait comme si tout avait été réglé avec vous. Avez-vous déjà communiqué directement avec moi? Non. J'ai demandé à le faire, mais elle a dit que vous préfériez qu'elle s'occupe des détails familiaux. Elle a ouvert son ordinateur portable et m'a montré l'historique des emails. Antoine avait été mis en copie de 2 messages. Dans l'un, Mathilde demandait si j'avais approuvé le menu proposé. Antoine avait répondu « Sophie peaufine encore les détails, mais elle assure toujours pour la famille. » Mon mari ne s'était pas simplement tu. Il avait aidé Eliane à créer l'apparence de mon consentement. Mathilde a fait défiler l'écran un peu plus bas. Il y a autre chose. Eliane avait transféré une ancienne attestation d'assurance que mon entreprise avait fournie pour une collecte de fonds paroissiale 18 mois plus tôt. Le document avait expiré et s'appliquait à une période de couverture spécifique, pas au mariage de Camille. Elle avait dit au domaine de réception qu'une copie mise à jour arriverait bientôt. Mathilde a dit qu'il n'avait pas encore approuvé le traiteur, mais qu'il l'attendait. J'ai pressé le bout de mes doigts contre le bureau et j'ai pris une lente inspiration. Il ne s'agissait plus seulement de sentiments blessés lors d'un dîner de Noël. Mon nom avait été associé à des promesses que je n'avais pas faites, à des employés que je n'avais pas planifiés, et à un événement que je n'avais jamais accepté de servir. J'ai rédigé un rectificatif pendant que Mathilde patientait. J'ai déclaré clairement qu'aucun contrat de traiteur n'existait, qu'aucun acompte n'avait été versé, et que ni Eliane ni Antoine n'étaient autorisés à représenter le traiteur des Martins. J'ai expliqué que tout engagement concernant les menus, le personnel, les documents commerciaux et les pièces d'assurance nécessitait mon approbation écrite. Je l'ai envoyé à Mathilde et au responsable événementiel du domaine de réception. Ensuite, j'ai appelé maître Claire Leblanc. Claire m'avait aidé à constituer ma société à responsabilité limitée et à réviser mon contrat de traiteur type. Elle avait 52 ans, était pragmatique et presque impossible à déstabiliser. Son cabinet occupait le premier étage d'une maison en briques rénovée près du centre de Boulogne-Billancourt. Elle a lu les emails sans m'interrompre. Quand elle a eu fini, elle a retiré ses lunettes. Est-ce que quelqu'un a versé de l'argent sur la base de ses promesses? Pas à ma connaissance.
Est-ce que le domaine a validé votre entreprise? Non. Bien. Cela limite les dégâts immédiats. Est-ce qu'Eliane a le droit de faire ça? Elle ne peut pas autoriser votre entreprise à effectuer un travail ou utiliser vos documents comme si elle vous représentait. Mais je ne veux pas que vous imaginiez la police débarquer chez elle ou un énorme procès. Pour l'instant, l'objectif est de dissiper la confusion avant que quelqu'un ne s'appuie dessus. Sa retenue m'a rassuré bien plus que des promesses dramatiques ne l'auraient fait. Claire a préparé une mise en demeure formelle ordonnant à Eliane de cesser de se présenter comme propriétaire, employé, agent ou porte-parole du traiteur des Martins. Elle l'obligeait à cesser de distribuer mon logo et mes documents commerciaux, à identifier toutes les personnes qu'elle avait contactées, à conserver tous les messages correspondants et à corriger ses affirmations par écrit. Ce n'est pas une vengeance, m'a dit Claire. C'est de la maîtrise des risques. Je conçois que votre famille puisse ne pas le comprendre. Elle avait raison. Dans l'heure qui a suivi la réception de la lettre par Eliane, mon téléphone a commencé à sonner. Chloé a appelé la première. Tu as envoyé une mise en demeure à maman. J'ai demandé à mon avocate de lui dire d'arrêter d'utiliser le nom de mon entreprise. Elle a presque 70 ans. Ce n'est pas une criminelle. Je ne l'ai pas traitée de criminelle. Elle dit que tu as menacé d'engager des poursuites judiciaires. Je lui ai dit d'arrêter de faire quelque chose qu'elle n'avait aucun droit de faire. Chloé a soupiré. Il devait y avoir une méthode plus douce. Il y en avait une. J'ai dit non avant Noël. Cet après-midi-là, Antoine est rentré tôt. Il a posé la lettre de Claire sur le comptoir de la cuisine comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction contre moi. Tu as impliqué un avocat. Ta mère a impliqué mon entreprise. Elle essayait d'aider Camille. Avec l'argent de qui? Il s'est frotté le visage à 2 mains. Tu envenimes la situation. J'ai sorti la facture de Claire de mon dossier et je l'ai posée à côté de la lettre. Voilà ce que corriger l'aide de ta mère a coûté pour le moment. Penses-tu que mon entreprise devrait payer ça? Antoine a à peine jeté un coup d'œil au montant. Maman n'a jamais eu l'intention de nuire à ton entreprise. Les intentions ne paient pas les employés, ne couvrent pas les réclamations, et ne restaurent pas la réputation d'une entreprise. Tu sais qu'elle a beaucoup de mal depuis la mort de papa. Je sais. Je sais aussi que le deuil ne lui donne pas un droit de propriété sur mon travail. Il s'est détourné de moi, mais pas avant que je ne voie de la colère mêlée à quelque chose de moins confortable. De la honte. Plus tard dans la journée, Camille et Julien sont venus à la cuisine professionnelle. Camille tenait le menu imprimé comme s'il s'agissait d'un objet contaminé. Je l'ai cru, a-t-elle dit. Elle a dit aux parents de Julien qu'elle payait pour tout. Julien m'a regardé droit dans les yeux. Nous sommes désolés. Nous aurions dû vérifier avec toi. Je leur ai montré un devis préliminaire pour un buffet plus simple. Il comprenait des amuse-bouches, 2 plats principaux, des accompagnements, le dessert, le personnel, la location de matériel, la livraison, l'installation et le nettoyage. Le total était substantiel, mais juste. Ce n'est pas un tarif punitif, ai-je expliqué. Si vous choisissez un autre traiteur, je comprendrai. Camille a dégluti difficilement. Nous avons besoin de temps pour examiner le budget. Prenez-le. Avant qu'il ne parte, elle s'est arrêtée à la porte. Maman m'a fait croire qu'elle nous offrait quelque chose de généreux. Elle le faisait, ai-je répondu. C'est juste que ce n'était pas à elle de l'offrir. Ce soir-là, Antoine a annoncé qu'il avait réinvité tout le monde chez nous pour un brunch le dimanche 29 décembre. Nous devons crever l'abcès, a-t-il déclaré. Tu les as invités sans me le demander. C'est ma famille, Sophie. Alors ce sont tes invités. Il a eu un petit rire las, certain que je finirais par intervenir. Le samedi soir, j'ai trouvé ses sacs de courses sur le plan de travail de la cuisine. Il avait acheté de la préparation pour pancakes, des œufs, des saucisses, des viennoiseries et un grand paquet de granola aux noix. Le fils de Chloé, Léo, souffrait d'une grave allergie aux noix. J'ai déplacé le granola dans le garage, désinfecté le plan de travail et laissé un mot à Antoine expliquant pourquoi. Je n'allais pas le sauver des désagréments, mais je ne me servirai jamais de la sécurité d'un enfant pour donner une leçon à un adulte. Le dimanche matin, je me suis réveillé à 6 heures sans réveil. Pendant des années, cette heure avait signifié se déplacer silencieusement dans la cuisine pendant qu'Antoine dormait.
Cela signifiait vérifier le four, sortir le beurre pour le ramollir, et calculer combien de tâches je pouvais accomplir avant l'arrivée du premier invité. Ce matin-là, j'ai pris une douche, je me suis habillé, et j'ai chargé mon matériel de dégustation dans la voiture. Antoine est descendu à 7h15. Ses cheveux étaient encore humides et il tenait le mot que j'avais laissé près des courses. Pourquoi le granola est-il dans le garage? Parce qu'il contient des noix. Il m'a dévisagé. Léo est allergique, lui ai-je rappelé. Je le savais. Tu l'as acheté quand même. J'étais pressé. C'était la différence entre se soucier de quelqu'un en théorie et en prendre la responsabilité en pratique. Antoine tenait à son neveu, mais il avait l'habitude que je porte la charge mentale qui transforme l'attention en sécurité. J'ai nettoyé le plan de travail, ai-je dit. Garde le granola bien fermé et hors de la maison pendant que Léo est là. Il a regardé l'horloge. Où vas-tu? J'ai une dégustation client à 9h aujourd'hui. C'est sur mon calendrier depuis 3 semaines. Mais tout le monde arrive à 11h. Je sais. Il attendait que j'en dise plus. Comme je ne le faisais pas, son visage s'est crispé. Tu vas sérieusement me laisser faire ça tout seul? Tu les as invités tout seul. Ils viennent ici pour résoudre les choses avec toi. Non, ils viennent parce que tu leur as dit de venir. Je n'ai pas organisé de tribunal familial dans ma salle à manger. Qu'est-ce que je suis censé servir? J'ai jeté un coup d'œil vers le réfrigérateur. Ce que tu as prévu quand tu les as invités. Antoine a marmonné quelque chose dans sa barbe et a fermé un placard trop fort. J'ai emporté mes affaires jusqu'à la voiture. La dégustation était pour un couple célébrant ses 50 ans de mariage. Leur fille voulait un buffet décontracté dans une salle des fêtes locales avec du poulet rôti, des haricots verts, de la purée de pommes de terre, et le crumble aux pêches que son père adorait. Ils sont arrivés à l'heure. Ils ont posé des questions pertinentes. Lorsque nous nous sommes mis d'accord sur le menu, ils ont signé le devis et payé la compte sans suggérer que l'affection devait remplacer la rémunération. À 10h45, mon téléphone s'est mis à vibrer. Le premier message d'Antoine disait « Où sont les nappes ?» 3 minutes plus tard, combien de temps le plat aux œufs doit-il cuire? Puis, quel café maman boit-elle? Je n'ai répondu qu'au message qui importait. Assure-toi qu'aucun ustensile ou plat de service n'a touché le granola aux noix. La nourriture de Léo doit rester séparée. À 11h20, Antoine a appelé. Je ne trouve pas la grande cafetière. Elle est sur l'étagère de la cave, à côté des boîtes de décoration. Tu aurais pu me le dire plus tôt. Tu aurais pu vérifier avant d'inviter 14 personnes. En fond sonore, Eliane se plaignait que le café avait un goût de flotte. Est-ce que tu rentres? A-t-il demandé. Quand mon travail sera terminé. Je suis rentré peu après 13h. 3 voitures étaient garées le long du trottoir et une autre bloquait la moitié de l'allée. À travers la fenêtre de devant, je pouvais voir Chloé porter des assiettes sales vers la cuisine tandis que Camille essuyait du jus renversé par terre. À l'intérieur, la maison sentait le fromage brûlé et la saucisse trop cuite. Antoine se tenait devant la cuisinière, remuant des œufs brouillés qui étaient déjà devenus caoutchouteux. Un plat à gratin était presque vide. L'autre était resté froid au centre parce qu'il avait mis les 2 plats dans le four en même temps sans ajuster le temps de cuisson. Eliane était assise à table, les bras croisés. « Ah, te voilà » a-t-elle dit. « Il n'y a plus de café. Refais en une cafetière. » J'ai retiré mon manteau lentement. « Antoine vous a invité » ai-je répondu. « Demandez à votre hôte. » Sa bouche s'est pincée. « C'est toujours ta maison. » Oui, c'est pour cela que j'attends de mes invités qu'ils m'y parlent avec respect. Oh, pour l'amour du ciel. Vas-tu punir tout le monde pour toujours parce que tu as été vexé? Avant que je ne réponde, Antoine a jeté un regard depuis la cuisinière. Sophie, faire du café te prendrait 5 minutes. La pièce est devenue silencieuse. C'était une petite phrase, mais elle m'a montré à quel point les choses n'avaient pas changé. Face au mécontentement de sa mère, le premier instinct d'Antoine était encore de me refiler le problème. Je l'ai regardé. Combien de services de 5 minutes leur as-tu promis cette année? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Chloé a posé la pile d'assiettes. Elle marque un point, a-t-elle dit. Eliane s'est tournée vers elle. Pardon?
Chloé s'est adossée au comptoir. Antoine m'a dit que Sophie pourrait faire le gâteau de fin d'études de Léo avant même que je lui demande. Il a aussi dit qu'elle aiderait pour la vente aux enchères de l'école au printemps dernier. Antoine a froncé les sourcils. Elle a aidé. Ce n'est pas la même chose que d'être consulté avant. Camille s'est assise à côté de Julien. Maman avait déjà promis le service de traiteur de Sophie quand elle nous en a parlé. Elle n'a pas dit que Sophie réfléchissait encore. Je savais que Sophie accepterait, s'est défendu Eliane. C'était encore là. Ni de l'espoir, ni un malentendu. Une exigence. Julien a parlé calmement. Accepter implique généralement qu'on a d'abord été interrogé. Eliane a repoussé sa chaise. Je ne vais pas rester assise ici pendant que tout le monde me traite comme une personne horrible. Personne n'a dit que tu étais horrible, ai-je répondu. Nous disons que tu as fait quelque chose de mal. Cette lettre d'avocat en disait assez. La lettre t'a demandé d'arrêter d'utiliser le nom de mon entreprise, et maintenant tu factures à Camille des milliers d'euros. J'ai donné à Camille et Julien un devis honnête. Ils sont libres d'embaucher qui ils veulent. Eliane a regardé Antoine, attendant de lui qu'il rétablisse l'ordre ancien. Il fixait ses œufs. Son silence n'était pas du courage, mais ce n'était plus de l'obéissance automatique. C'était le plus infime des commencements, et c'était loin d'être suffisant. Après le départ de tout le monde, Antoine et moi sommes restés debout au milieu des poêles sales, des plans de travail collants et des auréoles de café sur la table à manger. Je vois que c'était difficile, a-t-il dit. Ça, c'était un seul brunch, ai-je répondu. Je m'en rends compte. Non, Antoine, tu vois juste de la vaisselle. J'ai besoin que tu vois le schéma répétitif. Je lui ai exposé ce qui devrait changer si notre mariage devait se poursuivre, une thérapie de couple, le remboursement de la facture de Claire, des rectifications écrites de la part d'Eliane, et la fin absolue des engagements pris en mon nom. Tu parles comme si nous allions divorcer, a-t-il dit. Je parle comme si je ne tenais plus pour acquis que ce ne sera pas le cas. Ce soir-là, j'ai déménagé mes affaires dans la chambre d'amis. Pendant 2 jours, Antoine a insisté sur le fait que la thérapie n'était pas nécessaire. Le 3e jour, il a pris rendez-vous. Je me suis autorisé une prudente bouffée d'espoir. Puis Mathilde a appelé. Quelqu'un avait de nouveau soumis mon extrait KBIS et mes attestations d'assurance au domaine de réception. Cette fois, ils étaient joints à un plan d'organisation traiteur que je n'avais jamais vu. Le nouveau plan ne ressemblait en rien au premier d'Eliane. Le menu original était ambitieux et coûteux. Celui-ci promettait des grands plats de poulet rôti, des haricots verts, un gratin de macaroni, des petits pains et des gâteaux sur plaque. La nourriture elle-même était simple. La supercherie derrière ne l'était pas. 3 femmes de la paroisse d'Eliane étaient listées comme personnel de cuisine. Aucune d'elles ne travaillait pour moi. En haut du document, sous le nom Le Traiteur des Martins, Eliane avait écrit « Repas préparés par des bénévoles de la famille sous la supervision et la couverture d'assurance de Sophie Martin ». J'ai lu la phrase 2 fois avant de rappeler Mathilde. Est-ce que le domaine a approuvé ça? Non. Notre responsable événementiel a remarqué que l'email provenait de l'adresse personnelle d'Eliane. Après votre démenti de la semaine dernière, elle m'a contacté avant de faire quoi que ce soit. Dieu merci. Elle veut aussi une confirmation écrite de votre part que ces femmes ne sont pas affiliées à votre entreprise. Je vous l'envoie aujourd'hui. Quand j'ai raccroché, j'ai porté le document dans le bureau d'Antoine à la maison. Il triait des dossiers d'assurance à son bureau. Depuis que j'avais emménagé dans la chambre d'amis, nous étions devenus douloureusement polis l'un envers l'autre. Nous parlions des courses, du thermostat et de notre rendez-vous chez le conseiller. Nous évitions tout ce qui ressemblait à un mariage. J'ai posé le plan devant lui. Ta mère a recommencé. Il a lu la première page. La couleur a quitté son visage. Peut-être qu'elle pense que c'est un compromis. Elle utilise ma licence et mon assurance pour couvrir de la nourriture préparée par des personnes que je n'ai pas embauchées, dans une cuisine que je n'ai pas validée, pour un événement que je ne supervise pas. Ce sont probablement de bonnes cuisinières. Là n'est pas la question. Je sais. Je dis juste qu'elle ne comprend peut-être pas. Elle a reçu une mise en demeure lui expliquant. Antoine a repoussé le papier. Le mariage est dans 5 mois. Ne pouvons-nous pas juste corriger ça et passer à autre chose? Non, nous l'avons déjà corrigé une fois.
Passer à autre chose sans conséquence, c'est précisément ce qui lui fait croire qu'elle peut réessayer. Il avait l'air épuisé. Pendant des années, j'avais confondu cette expression avec le fardeau d'être pris entre deux femmes. Je comprenais maintenant que la majeure partie de l'épuisement d'Antoine venait de son désir de paix sans avoir à exiger quoi que ce soit de difficile de la part de la personne qui la perturbait. Claire a envoyé une deuxième lettre. Cette fois, elle a mis en copie la responsable événementielle du domaine et a inclus une déclaration écrite de ma part confirmant que les bénévoles de la paroisse n'étaient ni des employés ni des sous-traitants autorisés du traiteur des Martins. Le domaine a suspendu la proposition de repas jusqu'à ce que Camille et Julien choisissent un traiteur légitime et soumettent les documents requis. Personne n'a annulé le mariage. Aucune police n'a débarqué chez Eliane. Les conséquences ont été ordinaires et immédiates. Le plan qu'elle avait essayé de forcer n'a pas pu aboutir. Camille est venue chez nous ce soir-là avec Julien. Ma mère a dit à ces femmes que tu avais accepté de lui prêter les documents. Elle a dit. Je ne l'ai pas fait. Je le sais maintenant. Julien a posé son téléphone sur la table. L'une des bénévoles lui avait envoyé un message après avoir eu des nouvelles du domaine. Eliane avait dit à ces femmes qu'elles allaient aider Sophie, pas la remplacer. Camille avait l'air mortifiée. Elle n'arrête pas de dire qu'elle essaie de sauver mon mariage. Ton mariage n'a pas besoin d'être sauvé, ai-je répondu. Il a besoin de décisions prises par toi et Julien. Eliane est arrivée 20 minutes plus tard sans y avoir été invitée. Elle tenait la lettre de Claire dans une main. Tu as contacté le domaine dans mon dos, a-t-elle dit. J'ai corrigé les informations que tu avais soumises sous mon nom. J'avais trouvé un moyen de fournir le dîner de Camille sans la faire payer. Tu avais trouvé des gens prêts à travailler parce que tu les as trompés, puis tu as essayé d'en imputer la responsabilité à mon entreprise. Eliane s'est tournée vers Camille. Je fais tout ça pour toi. Camille s'est levée lentement. Non, maman. Tu le fais parce que tu ne veux pas que les parents de Julien sachent que tu n'avais pas de cadeau à offrir. Eliane a tressailli. Pendant un instant, la colère a quitté son visage. Ce qui restait, c'était de la peur. Sylvie et Bernard ont tellement contribué, a-t-elle dit. Que allait-il penser de moi? Julien a répondu avant que Camille ne puisse le faire. Ils auraient pensé que vous aviez donné ce que vous pouviez vous permettre. Eliane a regardé Antoine. Il a bougé sur sa chaise, et je savais ce qu'il voulait dire, que nous devrions arrêter, qu'Eliane en avait assez enduré, que tout le monde avait compris maintenant. Au lieu de cela, il n'a rien dit. La semaine suivante, nous avons assisté à notre première séance de thérapie avec le docteur Hélène Rousseau, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés, qui avait l'habitude de laisser passer les silences inconfortables. Antoine a expliqué qu'il avait essayé de protéger tout le monde. Le docteur Rousseau a demandé « De quel conflit ?» Et qui a généralement absorbé le coup de cet évitement? Antoine m'a lancé un coup d'œil. Sophie. Quand votre mère s'énervait, le comportement de qui essayez-vous de changer? Encore une fois, il m'a regardé. Le docteur Rousseau s'est légèrement penché en avant. Pourquoi l'embarras de votre mère est-il une urgence alors que le consentement de votre femme est négociable? Antoine n'a pas eu de réponse. Après la séance, il a payé la moitié de la première facture de Claire depuis son compte personnel. Ce n'était pas un geste grandiose, et je ne l'ai pas traité comme tel. C'était simplement la première fois qu'il acceptait un coût mesurable créé par ses propres choix. Camille et Julien ont examiné leurs finances et ont opté pour ma proposition de buffet plus simple. Ils ont réduit les amuse-bouches, choisi 2 plats principaux au lieu de 3, et ont remplacé la pièce montée par un petit gâteau à couper et un assortiment de desserts. Ils ont signé le contrat et ont payé la compte eux-mêmes. Quand Camille a dit à Eliane que si elle continuait à menacer de ne pas assister au mariage à cause de notre dispute elle serait obligée de s'en passer, elle a ajouté « Je choisis la vérité plutôt qu'une promesse que tu ne pouvais pas tenir ». Eliane a cessé d'appeler Camille pendant plusieurs jours. Puis Sylvie Laurent a appelé. Eliane lui avait dit que je refusais de faire le traiteur à moins que Camille n'écarte sa propre mère de l'organisation. Elle affirmait que j'avais augmenté mes prix après Noël par pure méchanceté. Camille a rétabli la vérité, mais les dégâts commençaient à s'étendre au-delà de la famille Martin. L'après-midi même, Mathilde m'a transféré une épreuve du programme de la fête prénuptiale. Tout en bas, Eliane avait ajouté un remerciement spécial. Dîner de réception affectueusement offert par Eliane Martin, mère de la mariée.
Camille et Julien avaient payé la compte. Mon entreprise allait réaliser le travail. Mais Eliane se préparait encore à en tirer le mérite. Cette fois-ci, elle avait l'intention de le faire devant tout le monde. Camille a demandé à sa mère de retirer cette fausse mention avant la fête prénuptiale. Eliane a refusé. C'était mon idée de demander à Sophie de faire le traiteur, a-t-elle soutenu. Si je ne m'en étais pas occupé, rien de tout cela ne se produirait. Camille m'a appelé juste après. Je peux faire annuler les programmes, a-t-elle dit. Mathilde ne les a pas encore envoyés à l'imprimeur. Alors annule-les. Maman va dire que tu m'y as forcé. Ta mère va dire tout ce qui protège sa version des faits. C'est à toi de décider si ça contrôle toujours tes décisions. Camille a gardé le silence un instant. Avant, oui. Les programmes révisés ne contenaient aucune liste de cadeaux ou de donateurs. Mathilde les a envoyés à l'imprimeur, et je pensais que l'affaire était close. J'avais sous-estimé le besoin viscéral d'Eliane de préserver son image publique. La fête prénuptiale a eu lieu début mars dans la salle communautaire d'une paroisse près de Saint-Cloud. Camille avait choisi cet endroit car il était abordable et assez grand pour les deux familles. Des fleurs en papier blanc étaient suspendues aux fenêtres et des photos de Camille et Julien décoraient chaque table. Je suis arrivé en portant un gâteau au citron que Camille m'avait expressément demandé. C'était un cadeau personnel, pas un service déguisé en affection. Pour une fois, je n'étais responsable ni de la nourriture, ni des décorations, ni des chaises, ni du café, ni du nettoyage. J'ai posé le gâteau sur la table des desserts et me suis assise à côté de Valérie. Eliane circulait dans la pièce dans une robe bleu pâle, accueillant les invités comme si elle avait planifié chaque détail. En réalité, elle n'avait pas organisé grand-chose. Chloé s'occupait des jeux. Les amis de Camille avaient décoré. Sylvie avait payé la salle et le déjeuner léger. Pourtant, Eliane acceptait chaque compliment. Peu avant le déjeuner, j'ai remarqué de petites cartes posées à côté de chaque couvert. Eliane avait dû les apporter après que Mathilde ait fini de dresser les tables. En haut se trouvait une photo de Camille. En dessous, Eliane avait dressé la liste des cadeaux offerts pour le mariage. Une ligne disait « Dîner de réception affectueusement offert par Eliane Martin, mère de la mariée ». Camille a vu les cartes un instant plus tard. « Maman, je t'avais dit d'enlever ça. » Eliane a gardé son sourire. Ce n'est qu'un remerciement. C'est faux. Sylvie s'est approchée de nous en tenant l'une des cartes. Eliane, c'est merveilleux, a-t-elle dit. Offrir le repas pour autant d'invités est un cadeau tellement généreux. Le visage d'Eliane s'est illuminé. Avant qu'elle ne puisse répondre, Camille a pris la parole. Maman ne paie pas pour le traiteur. Julien et moi le payons. Plusieurs conversations aux alentours se sont tues. Le sourire d'Eliane s'est évanoui. Camille, nous n'avons pas besoin de discuter de finances privées ici. Tu l'as imprimé sur chaque table. Tu l'as rendu public. Eliane s'est tournée vers moi. C'était l'idée de Sophie. Elle avait d'abord proposé de le faire pour la famille, puis elle a changé d'avis et vous a facturé après notre dispute. Je pouvais sentir tous les regards converger vers moi. Quelques mois plus tôt, je me serais précipité pour adoucir la situation. J'aurais dit qu'il y avait eu une confusion. J'aurais protégé Eliane des conséquences de ses propres mots. Mais cette fois, je suis restée assise. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit. Mathilde, qui parlait avec l'une des demoiselles d'honneur, s'est approchée. J'ai l'historique complet des emails, a-t-elle dit. Sophie n'a jamais proposé d'offrir le service de traiteur. Le visage d'Eliane s'est durci. Vous êtes la coordinatrice. C'est une affaire de famille. Ça a cessé d'être seulement une affaire de famille quand des documents d'entreprise ont été soumis au domaine de réception. L'une des amies de la paroisse d'Eliane, Monique, se tenait près de la table des cadeaux. Elle faisait partie des 3 femmes recrutées pour le plan de traiteur de substitution. Vous nous avez dit que Sophie avait tout approuvé, est intervenue Monique. Elle l'aurait fait si tout le monde avait arrêté de s'en mêler, s'est défendue Eliane. Non, ai-je répliqué. J'avais déjà refusé par écrit. Eliane a regardé en direction d'Antoine. C'était le même appel silencieux qu'elle avait lancé tout au long de notre mariage. Elle s'attendait à ce que son fils mette fin au malaise en me disant d'arrêter. Antoine s'est levé de sa chaise. Pendant une fraction de seconde terrible,
j'ai cru qu'il allait répéter le même schéma. Puis, il a fait face à l'Assemblée. Ce n'est pas Sophie qui a créé cette humiliation, a-t-il dit. C'est maman, quand elle a promis quelque chose qui ne lui appartenait pas. Eliane l'a dévisagé. La voix d'Antoine tremblait, mais il a continué. Je savais que Sophie n'avait pas donné son accord. J'ai pensé qu'elle finirait par céder parce qu'elle l'avait toujours fait auparavant. J'ai aidé maman à faire comme si tout était réglé, et j'ai eu tort. Ses aveux n'effaçaient pas ce qu'il avait fait. Mais c'était la première fois qu'il disait la vérité alors que cela lui coûtait quelque chose. Eliane a ramassé son sac à main. Je ne vais pas rester ici à me faire attaquer par ma propre famille. Camille s'est interposée entre elle et la porte. Personne ne t'attaque. Mais tu n'es plus un contact pour l'organisation du mariage. Mathilde et le domaine ne communiqueront qu'avec Julien et moi. Tu écartes ta propre mère. J'écarte quelqu'un qui continue de prendre des décisions après qu'on lui a dit non. Eliane est partie sans dire au revoir. La fête a continué, bien que l'ambiance ait mis du temps à se détendre. Sylvie a discrètement ramassé les fausses cartes sur les tables. Monique s'est excusée auprès de moi pour avoir participé à un plan qu'elle n'avait pas compris. Personne n'a applaudi. Personne n'a célébré l'humiliation d'Eliane. Cette absence d'animosité comptait. Ce n'était pas une exécution publique. C'était simplement un mensonge qui perdait la protection du silence. Pendant la semaine qui a suivi, Claire a rédigé un accord écrit. Eliane devrait rembourser mes frais d'avocat justifiés et les frais administratifs par mensualité. Elle devrait envoyer des rectificatifs au domaine, à Mathilde, à la famille Laurent et aux bénévoles de la paroisse. Elle devait cesser d'utiliser le nom de mon entreprise, son logo, sa licence et ses documents d'assurance. Si elle recommençait, je me réservais le droit d'engager d'autres recours. Eliane a signé. 3 soirs plus tard, elle est apparue dans ma cuisine professionnelle, apportant le tablier que j'avais laissé sur la chaise à Noël. Je suis désolé que tout ait pris de telles proportions, a-t-elle dit. Cela donnait l'impression que la situation s'était égarée toute seule. Ses yeux se sont baissés. Je voulais que Sylvie et Bernard pensent que je pouvais offrir à Camille quelque chose d'important. Après la mort de François, j'ai eu l'impression que chaque partie de cette famille passait à autre chose sans moi. Je comprends la peur de devenir invisible. Il n'y avait pas de petits mots dans l'enveloppe, seulement un chèque et une copie de l'échéancier de remboursement que Claire avait préparé. Le mois suivant, un autre chèque est arrivé à temps. Elle a également envoyé les rectificatifs écrits à Mathilde, au domaine, à Sylvie et Bernard Laurent, ainsi qu'aux 3 femmes de sa paroisse. Le texte était simple. J'ai représenté l'entreprise de Sophie Martin sans son autorisation. Sophie n'a jamais accepté de fournir un service de traiteur gratuit ou de permettre à d'autres d'opérer sous sa licence ou son assurance. J'avais tort. Eliane n'a pas mis ça sur le compte du deuil, de la confusion ou de ma réticence à aider. Pour la première fois, elle a placé la responsabilité entièrement là où elle devait être. Cela ne signifie pas que notre relation a guéri immédiatement. La responsabilisation peut créer les conditions du pardon, mais elle ne peut pas l'exiger. Antoine et moi avons continué à voir le docteur Rousseau une semaine sur 2. Lors de notre 3e séance, elle lui a demandé de décrire ce qui s'était passé à Noël sans mentionner les intentions de sa mère. Antoine a fixé le tapis pendant un long moment. Ma femme a travaillé toute la journée, a-t-il dit finalement. Puis je lui ai dit d'attendre pendant que ma famille mangeait. Et pourquoi avez-vous fait ça, a demandé le docteur Rousseau. Parce que je pensais qu'elle le tolérerait. L'honnêteté de sa réponse a fait mal, mais elle comptait aussi. Il a admis qu'il savait que j'avais refusé de faire le traiteur pour le mariage de Camille. Il avait caché ce refus à sa mère parce qu'il croyait que je finirais par céder plutôt que de décevoir Camille. Il avait laissé Eliane et Mathilde croire que l'accord était presque conclu. J'aimais être la personne sur qui tout le monde pouvait compter, m'a-t-il dit. Mais la plupart du temps, c'est sur toi qu'il comptait. C'étaient les excuses dont j'avais besoin. Pas la promesse qu'il n'avait jamais voulu me blesser, mais la reconnaissance qu'il avait tiré profit de l'avoir fait. Mais les mots n'étaient qu'un début. Antoine a commencé à gérer lui-même les demandes de sa famille. Quand Chloé a demandé si nous pouvions organiser un dîner d'anniversaire, il m'a consulté avant de répondre. Quand Eliane a voulu que quelqu'un la conduise à un rendez-vous médical, il a modifié ses propres horaires de travail au lieu d'engager les miens. Il a aussi commencé à cuisiner 2 fois par semaine.
Les repas n'étaient pas toujours une réussite. Son premier rôti était si sec qu'il nécessitait un bon couteau et beaucoup de détermination. Je l'ai mangé sans la moindre critique parce que l'essentiel n'était pas la perfection. L'essentiel était qu'il avait planifié le repas, acheté les ingrédients, cuisiné et nettoyé la cuisine ensuite. Au printemps, j'avais quitté la chambre d'amis. Cette décision ne signifiait pas que tout avait été oublié. Cela signifiait que le comportement d'Antoine avait changé de manière suffisamment constante pour que la confiance commence à revenir. Camille et Julien se sont mariés fin mai, 5 mois après Noël. La réception s'est tenue dans une grange rénovée en région parisienne. La cérémonie a eu lieu sous un vieil érable, et le temps est resté clément malgré une semaine de prévisions pluvieuses. Le traiteur des Martins a assuré le service sous un contrat signé. Camille et Julien avaient choisi un buffet pratique avec du poulet rôti aux herbes, du bœuf émincé, de la purée de pommes de terre, des haricots verts, de la salade, des petits pains et un assortiment de desserts. Mes employés ont été payés. Mes documents ont été dûment soumis. La cuisine et le plan de service avaient été approuvés. J'ai supervisé le travail, mais je n'ai pas disparu derrière. Après l'ouverture du buffet, j'ai passé le relais à Fatima et j'ai rejoint Antoine à notre table. Il a tiré ma chaise sans en faire tout un spectacle. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu Eliane parler avec l'une des tantes de Julien. La nourriture est merveilleuse, a dit la femme. Vous avez offert un dîner magnifique à Camille. Quelques mois plus tôt, Eliane aurait accepté le compliment. À la place, elle a secoué la tête. C'est l'entreprise de Sophie qui a fait le traiteur, a-t-elle précisé. Camille et Julien les ont embauchés. C'est à eux qu'en revient le mérite. C'était une petite correction, prononcée sans public ni attente d'éloge, ce qui m'a poussé à y croire davantage. Eliane a fait un don modeste à Camille et Julien pour leur photo de mariage. Elle n'en a pas exagéré la valeur ni ne l'a décrit comme quelque chose de plus grand. C'était un cadeau qu'elle pouvait se permettre, et parce qu'il était vraiment à elle, à offrir de son plein gré, il signifiait plus que le dîner qu'elle avait faussement promis. Notre relation est restée prudente tout au long de l'été et de l'automne. Eliane a arrêté de m'assigner des tâches déguisées en compliments. Elle demandait avant de solliciter de l'aide, et quand je disais non, elle ne faisait pas appel à Antoine. Le Noël suivant, Antoine et moi avons de nouveau organisé le dîner. Certaines personnes ont remis en question cette décision. Valérie m'a demandé si retourner dans le même cadre ne me donnerait pas l'impression de m'avouer vaincu. Ce ne fut pas le cas. La maison n'avait jamais été le problème. C'étaient les règles à l'intérieur qui l'étaient. Cette fois-ci, nous avons planifié le repas ensemble. Antoine a préparé le jambon. Chloé a apporté le gratin dauphinois. Camille et Julien ont apporté des légumes et du vin. Eliane a cuit 2 tartes. Léo et son frère ont mis la table et l'ont débarrassée plus tard. J'ai cuisiné un seul plat principal parce que j'en avais envie. Le vieux tablier était accroché à un crochet près du cellier. Eliane l'avait rendu après avoir signé l'accord, et j'avais fini par le ramener à la maison. Je l'ai porté pendant que je cuisinais, puis je l'ai retiré avant le dîner. Ce n'était plus un uniforme que quelqu'un d'autre m'avait assigné. Quand nous nous sommes assis, la nourriture était encore chaude. À la moitié du repas, Eliane a remarqué que le plat de haricots verts était presque vide. Elle a commencé à se lever. « Est-ce que quelqu'un a besoin de quelque chose avant que je ne me rasseye ?» a-t-elle demandé. Antoine a tendu la main vers le plat. « S'ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent aller se servir eux-mêmes. » Quelques personnes ont ri, dont Eliane. Léo a apporté le plat dans la cuisine et est revenu avec une nouvelle portion. Personne n'a attendu que je bouge. Personne n'a traité la femme qui avait cuisiné comme la personne ayant le moins le droit de manger. J'ai regardé autour de la table et j'ai compris que ma vengeance n'avait jamais exigé que j'affame qui que ce soit, que je détruise un mariage ou que je gâche la vie d'une femme âgée. Ma vengeance avait été de rendre la vérité impossible à cacher. Eliane avait perdu le contrôle du mariage de Camille, remboursé les frais qu'elle avait engendrés, corrigé ses mensonges et appris que l'amour ne lui octroyait pas la propriété du travail d'une autre femme. Antoine avait sauvé son mariage parce qu'il avait arrêté d'acheter la paix au prix de mon silence. Et j'avais appris que la générosité offerte sous la pression n'est pas de la générosité. C'est de la soumission portant un masque aimable. Ce Noël-là, je n'ai pas eu besoin de réclamer une place à table. La mienne m'attendait déjà. Si cette histoire vous a rappelé une époque où votre gentillesse a été confondue avec une obligation,
j'espère que vous partagerez ce qui vous a aidé à retrouver votre voie. Et si vous pensez que l'amour familial doit inclure le respect, la responsabilisation et la liberté de dire non, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre pour la prochaine histoire.